Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Alors je vous retrouve, en fait, j'ai enchaîné les deux vidéos, celle de la semaine dernière et celle-ci, à moins qu'il y ait encore un changement entre deux et que je remette une autre vidéo, mais normalement elles s'enchaînent. Bon, comme je me sentais à peu près en forme, je me suis dit je vais en profiter pour quand même faire un update lecture. Alors, par contre, je vais remettre un petit peu voilà, un peu plus droit. Parce que j'ai beaucoup de lectures dont je dois vous parler. Il y a quand même, voilà, il y a quand même tout ça. Et encore, j'ai pas mis les romans du PLIB. Bon, je me suis rendu compte qu'en fait en février et janvier-février, j'ai pas grand-chose à vous faire comme update lecture puisque j'en ai déjà fait une grosse partie quand j'ai fait mes vidéos spéciales Prix de l'imaginaire. Donc du coup, ça va aller assez vite. Je vais essayer de les reprendre un petit peu dans l'ordre dans lesquels je les ai lus. Je vais pas vous mettre, encore une fois, je vais pas vous remettre ceux du Prix de l'imaginaire. Je ferai une vidéo à part pour les derniers que j'ai lus. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien, parce que voilà, je ne vous ai pas encore demandé si vous allez bien. J'espère que tout va bien de votre côté, que voilà, vous n'avez pas trop de microbes, que vous avez le moral qu'il fait meilleur, voilà, que Pâques s'est bien passé aussi, parce que c'est vrai que, enfin je vais vous dire ça, on va déjà être loin de Pâques au moment où je vais vous poster la vidéo, mais bon, c'est pas grave. J'espère que votre week-end de Pâques se sera bien passé. Là, les enfants sont déjà en vacances, alors après ça dépend des zones, mais voilà, ça va déjà être le début des vacances scolaires. Enfin voilà, moi j'ai pas vu passer mars et avril, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être très rapide aussi. Voilà, alors je vais commencer mon update lecture parce que j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. Le premier, donc c'était un... Oh à chaque fois ça me le fait, c'est terrible. C'est le dernier roman de Ragnar Jonasson, À qui la faute. Alors c'est aux éditions de La Martinière. Voilà, moi j'ai découvert Ragnar Jonasson avec 10 âmes pas plus. J'ai pas encore lu ces séries La Dame de Reykjavik et l'autre, je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom... c'est islandais, donc c'est un nom imprononçable. Voilà, donc j'avais demandé à avoir aussi, par l'intermédiaire de Ned Gallet, ce roman. J'avoue que par rapport à 10 âmes pas plus, j'ai beaucoup moins aimé. Autant j'ai aimé l'atmosphère huis clos de 10 âmes pas plus, j'aime beaucoup les polars nordiques hein, déjà. Parce que certains trouvent ça un peu long, moi perso j'adore. Voilà, après c'est une question, c'est pas du thriller, hein, on est vraiment dans du polar, ça se met. En même temps il y a du suspense, il y a souvent un jeu passé-présent. Là peut-être que justement dans À qui la faute, le roman était assez court, hein, il se lit très bien, mais il n'y a peut-être pas assez de jeu passé-présent. On va se retrouver avec 4 amis qui ont décidé de faire un trek en Islande. Hein. Donc évidemment, vous imaginez l'Islande. Voilà, il y a très peu d'habitations, il y a très peu de grosses villes. Donc vous avez vu facilement accès à la nature. Vous avez aussi facilement accès à des treks qui se terminent mal. Voilà, qui peuvent vite devenir mortels. Hein. Là, ils partent en plus à une époque où il y a encore de la neige, où il y a encore des tempêtes de neige. Et ils se trouvent un peu pris dans une petite tempête de neige. Et le roman commence comme ça, où ils essaient d'atteindre un abri. Justement, il y en a un. Alors, à chaque fois, on est dans la tête d'un des 4 personnages. Donc, il y a 3 hommes et une femme. Ils sont amis depuis des années, depuis le lycée, je pense. Oui, depuis le lycée. Peut-être même le collège, je sais plus trop. Donc on voit, il y a très peu de retours dans le passé. On voit, voilà, ça commence, ils sont voilà un peu perdus en milieu de l'Islande, en se demandant si leur guide c'est un des copains, hein, voilà, c'est un des 4, en se demandant s'il les a pas paumés. Et en même temps, ils se souviennent quand parce qu'ils font ça régulièrement, ils se retrouvent tous les 4. Mais puis ils s'organisent des soirées, voilà, enfin, d'habitude ils font des trucs un peu plus cool. Là, ils sont quand même partis faire un trek en plein hiver. Remarquez, l'hiver il dure très longtemps aussi en Islande, hein, donc évidemment c'est un peu plus compliqué de faire ça l'été. Mais bon, et voilà, donc on voit ce qui se passe. Enfin, voilà, c'est très introspectif, on entend leurs pensées et on sait un peu ce qu'ils pensent les uns des autres. Quoi. Donc et là, je peux vous dire que c'est pas triste parce qu'on se rend compte que oui, les vieilles amitiés, c'est pas toujours ça. Il y a beaucoup de... Parfois, ils se demandent ce qu'ils font encore ensemble, pourquoi ils sont encore amis. On voit que voilà, certains imaginaient leur vie telle qu'elle et ça s'est pas déroulé comme prévu. Puis il y a des petites choses qui commencent à ressortir. On se dit il y a des choses secrètes. Et enfin, on va les voir arriver au refuge. Et là,
il va se passer un truc incroyable. Et du coup, ça va encore faire augmenter la tension qui existe entre ses amis, hein, voilà, et on va comprendre voilà, tout le dénouement à la fin. Alors, j'ai trouvé ça moins angoissant, stressant et moins dans une atmosphère huis clos que le précédent Disam pas plus. J'ai trouvé peut-être que il y a moins de jeux de passé présent. C'est peut-être ça qui m'a manqué, parce qu'il y en a souvent dans les polars nordiques. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai trouvé peut-être que les ficelles qui étaient tirées étaient peut-être un petit peu trop grosses pour moi. J'ai été surprise par la fin, hein, je ne m'attendais pas à ça. Hein, franchement, voilà, ils nous font. Mais en même temps, ouais, il y a un twist à la fin. Mais bah ouais, c'était un petit peu facile aussi de faire ça. Je me suis dit, voilà, c'est pile. La fin m'a pas trop plu. Il n'y a pas vraiment de fin pour moi. Enfin voilà, ça reste une fin ouverte, mais voilà, voilà, j'ai trouvé que peut-être l'auteur avait peut-être sombré un peu plus dans la facilité, dans sa façon d'écrire ce roman-là. Après, ça ne m'empêchera pas de lire voilà, sa série La Dame de Reykjavik et l'autre série, parce que j'ai très envie voilà, de le découvrir. Il paraît que c'est très bien, donc on verra. Mais bon, pour moi, c'est pas. Voilà, j'ai beaucoup plus aimé. 10 pas plus. Après, c'est sûr qu'il y a moins de temps mort dans À qui la faute, puisque le roman est beaucoup plus court. Ensuite, alors je suis en train de passer, je regarde mon petit carnet mais j'ai encore beaucoup de livres du prix de l'imaginaire. Alors j'avais reçu dans le cadre de la masse critique Babelio l'empreinte sacrée celte, transmission de l'esprit du chamanisme de nos ancêtres. Vous allez voir, j'ai lu plusieurs livres comme ça sur le chamanisme. Je sais pas, il y a des fois et en ce moment, sans arrêt, je tombe sur des romans qui parlent d'intelligence artificielle. Ça n'arrête pas. Alors évidemment, je fais avril autour de la SF, donc c'est sûr que ça va parler d'intelligence artificielle, mais même sans ça, depuis fin d'année dernière, sans arrêt, c'est un sujet qui revient souvent. Et c'est un sujet qui me fascine justement parce que voilà, ça interroge un peu notre part d'humanité. Moi, j'aime beaucoup. Bon, là, on va pas parler d'intelligence artificielle. Donc, c'est de Julie Cabot-Nadal et c'est aux éditions Vega. Les éditions Vega, c'est le même groupe que Très Daniel. Alors, Très Daniel, ils sont connus pour voilà, éditer. Là, c'est plus un documentaire sur le chamanisme. Voilà, ils sont connus pour écrire des livres de développement personnel, des livres sur, voilà, sur le chamanisme, sur sur la théorie quantique, sur le corps astral. C'est des sujets qu'on va retrouver dedans sur la conscience modifiée. Voilà, alors c'est sûr que si vous n'y croyez pas du tout, on est un peu sur la vague New Age en fait. Hein, voilà. Si vous n'aimez pas ça du tout, n'allez pas lire ce livre parce que ça va vous gonfler. Après, il y a une partie qui est très intéressante puisqu'il parle des Celtes et il y a une partie historique très intéressante. En plus, bon, l'auteur cite ses sources, donc qui sont des sources assez sérieuses quand même, donc c'est intéressant. Cette partie historique, moi, vraiment, parce qu'on sait très peu de choses sur les Celtes en fait, hein, ce sont nos ancêtres, hein, mais on sait très peu de choses sur eux puisque leur tradition n'était pas écrite. Ils se sont fondus dans les peuples qu'ils ont d'abord conquis, mais voilà, donc ils se sont fondus, par exemple, chez nous, ils se sont fondus avec les Gaulois, qui après se sont fondus avec les Romains, ce qui a donné les Gallo-Romains. Donc voilà. Donc on a très peu de traces des Celtes. Donc il y a cette partie-là que j'ai trouvé vraiment très intéressante au niveau historique. Après, l'autre partie, là, on est vraiment dans du chamanisme. Alors le chamanisme, c'est pas que les Indiens d'Amérique ou l'Inde, c'est quelque chose qui existe dans d'autres pays. C'est des moments où vous vous mettez ce qu'on appelle des états de conscience modifiés. C'est-à-dire que vous êtes encore lucide, mais en même temps, vous voyez un peu les choses de loin. Ça peut vous arriver, par exemple, évidemment, si vous prenez des substances, vous pouvez, je pense, perso, j'ai jamais expérimenté, mais je pense que après, je pense que c'est très modifié. C'est peut-être pas un petit peu modifié. Alors c'est vrai que par exemple, les Indiens d'Amérique, ils vous mettent dans une tente de sudation. Alors c'est vrai que vous transpirez, ou vous êtes obligé de jeûner pendant plusieurs jours. Alors c'est sûr que votre esprit, il calcule plus les choses de la même façon, ça c'est clair. Après, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Je n'ai jamais expérimenté. Voilà, donc voilà, elle utilise le tambour en fait, par exemple, pour rentrer dans ces états de conscience modifiés. Donc elle joue du tambour et bon, pas le tambour, c'est ces grands tambours qu'on tient, je pense comme les Indiens d'Amérique.
qu'on tient plutôt à la main comme ça, hein, ça fait un grand rond et voilà, elle utilise ce genre de tambour et puis elle se laisse bercer par la musique, mais ça nous arrive aussi, hein, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais quand vous êtes complètement plongé dans quelque chose, genre un film ou un livre ou dans de la musique, vous êtes, voilà, ou quand vous avez cet état un petit peu entre le je suis en train de me réveiller, mais je suis encore à moitié endormie. Voilà, c'est un peu tout ça, les états de conscience modifiés. On n'en a pas forcément conscience, justement. Enfin, le but, c'est pas d'en avoir conscience, c'est voilà, c'est un peu laisser son esprit dériver. Et là, en fait, elle va poser des questions, carrément des questions aux Celtes voilà, qui ont vécu bon, en France, enfin l'actuelle France et ailleurs. Donc là, voilà, il faut pas forcément adhérer, mais il faut, comme on dit, ouvrir ses chakras. Faut accepter, voilà, de rentrer dans cette expérience. Alors il y a la partie historique qui ça, bon voilà, et voilà, ancrée dans le réel, dans les faits. Après, ça, c'est son expérience personnelle à elle, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vécu et quelle réponse elle a eue concernant voilà, le chamanisme celte. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'en même temps, c'est intéressant. Bon, c'est pas des livres que je lirai tous les jours, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ensuite, alors je ne vous dis pas de bêtises, celui-là je ne vais pas le faire parce qu'il était dans le clip, donc je vais faire celui-ci, si j'arrive à le retrouver. Oui, oh, wow. Trop forte la fille. Donc il s'agit de Désobéissance de Salvatore Mini aux éditions M+. Alors là j'étais super contente parce que Salvatore Mini était au départ auto-édité, si je ne dis pas de bêtises. Je lui avais acheté un roman il y a très longtemps, c'était avant la Covid. Je n'ai jamais eu l'occasion de lire. Après, j'ai voulu le relire. Et puis, je sais pas, quelqu'un avait dit sur les réseaux sociaux qu'il fallait lire son autre livre avant. En fait, j'ai rencontré l'auteur lors du salon du livre, Paul Arlance. En fait, non, pas du tout. Donc, du coup, j'attendais de trouver l'autre. En fait, j'ai acheté Anamèse et on m'a dit qu'il fallait lire Claustration avant. Bon, du coup, j'ai pas lu Anamèse parce que, mais en fait, non, les deux romans n'ont aucun rapport. J'ai vu l'auteur, je lui ai demandé directement. Donc, il m'a dit non, tu sais, aucun rapport. Donc là, j'ai reçu par les éditions M+, ils ont sorti son dernier roman, Désobéissance, et ils ont ressorti Claustration en poche. Donc comme ça, j'ai pu l'acheter, j'étais contente, comme ça, j'aurai les trois. Donc là, en fait, on va suivre, alors, le personnage, c'est Guillaume. Voilà, Guillaume, il a une vie, on peut dire, assez normale, il gagne correctement sa vie. Un peu malheureusement chamboulé par son récent divorce, enfin, sa récente séparation d'avec sa femme. Il voit mal sa fille aussi. Et lors d'un voyage d'affaires, le drame arrive. Sa maison est cambriolée. Il retrouve sa femme morte, sa fille très gravement blessée. Et malheureusement, je ne vous spoil pas hein, parce que c'est marqué dans le résumé, sa fille décède quelques temps après aussi des suites de ses blessures. Et en fait, là par contre, je voudrais pas vous spoiler. Guillaume, alors on sait qu'il a eu une enfance pas facile du tout, avec un père qui était, voilà, un père. Alors lui, enfin, si, il a pu avoir son père avait une éducation quand même un peu bizarre vis-à-vis de son fils, mais il battait sa mère et sa fille, voilà. Il touchait pas à son fils, parce que son fils était sacré, mais en même temps, il avait quand même une façon un peu particulière de l'éduquer. Hein. Quand on voit les souvenirs de Guillaume, on se dit oui, faire ça à un enfant, oui. Voilà, donc Guillaume, il a tout se passé là. Je pense que sa femme et sa fille étaient encore ce qui le raccrochait. Enfin, sa femme voyait bien que par moments, il avait un peu de mal à laisser de côté cette partie violente en lui. D'ailleurs, il prend des médicaments. Et évidemment, il va plonger quand il va perdre sa femme et sa fille. Donc, il va plonger de façon très malsaine. Il va plonger dans la folie, tout simplement. Désobéissance, tout simplement parce que son père était un homme très religieux. Un homme, un maltraitant, quelqu'un qui battait sa famille, mais très religieux. Et c'est vrai que voilà, dans la religion, on dit qu'il faut obéir à Dieu. Et là, on arrive dans la désobéissance, on va dire, à la fin du livre. Je ne vous explique pas pourquoi. Je vous dis, je ne veux pas vous spoiler le livre, parce que déjà, le début raconte pas mal de choses. Donc voilà. Et en même temps, on va suivre une jeune femme. Alors, est-ce que c'est pareil, moi et les noms? Est-ce que je vais retrouver le nom de la jeune femme?
qui est Sarah, voilà, qui est une quarantenaire, célibataire, qui a un boulot très confortable, qui est très heureuse de sa vie, et puis jusqu'au jour où elle est en train de faire son running et elle est attrapée par une sorte de clochard qui lui dit fais attention à toi. Voilà, bon. Elle rentre chez elle, mais en pensant à ça, et effectivement, elle ne fait pas attention, elle traverse la route, elle se fait renverser. Et de là, elle va avoir des visions. Donc, vous doutez bien que les deux ont un rapport entre la plongée dans la folie de Guillaume et les visions de Sarah. Alors, ça va, ce petit côté un peu fantastique se met très bien dans l'histoire. Parce que moi, je dis toujours, c'est très casse-gueule de mettre du fantastique dans un policier. Ça peut vite virer au grand guignolet, c'est n'importe quoi. Là, ça se fait de façon discrète. C'est pas vraiment autour de ça que ça tourne le plus. Donc, voilà, c'est la petite touche en plus qui vous fait frémir. En plus, c'est-à-dire qui vous angoisse en plus du reste. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau de l'anxiété, de l'angoisse du roman, parce que c'est un roman très angoissant, puisqu'on est dans la tête de Guillaume, on est dans la tête d'un autre personnage aussi. La fin, d'ailleurs, à ce niveau-là, la fin, elle est... la fin. J'ai vu l'auteur, mais j'ai mais puis après effectivement j'ai relu l'épilogue et j'ai bah oui effectivement en relisant l'épilogue ouais il y avait quelques trigger warning, enfin non pas de trigger warning, mais ouais, des avertisseurs quoi, qui expliquent la situation de finale. Et puis c'est vrai que tout au long du livre, je me disais, bah oui, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, je ne peux pas vous en dire trop, parce que je ne veux surtout pas vous spoiler le livre, quoi. Voilà, en tout cas, c'était un très bon thriller psychologique, on va dire, avec une touche de fantastique. Et vraiment, je suis contente de voilà, c'est ma première lecture de Salvatore Mini et du coup, bah, dès que je peux, je me lance dans Claustration et Anamèse. Alors, là, on va passer tout à fait à autre chose. Voilà, c'est le roman, c'est pas son premier roman, je crois, de Dominique Lagrousse sans père, c'est Celle qui s'aime enfin, c'est aux éditions Flammarion. Alors, on va suivre une femme toscane comme la superbe région d'Italie. Si vous avez eu l'occasion de la visiter, voilà, c'est magnifique. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'est juste magnifique. En plus, il y a Florence qui est pas loin, il y a la tour de Pise qui est pas loin, mince, il y a plus qu'il y a d'autres villes, mais ça me revient pas, mais vraiment, enfin, on pourrait y passer un mois facile là-bas. C'est vraiment magnifique. Et elle porte très bien son prénom d'ailleurs. En fait, Toscane, donc on la voit au tout début, on la découvre elle et un de son meilleur ami. Alors c'est pareil, moi et les prénoms, voilà, je les retiens plus. Victor, voilà. Elle est amie depuis des années avec Victor. Elle est violoniste. Victor, lui, il est agent pour pour des artistes. Et le livre commence où, en fait, Toscane, on comprend qu'elle veut en finir, qu'elle veut mourir. Enfin, c'est dit dans la quatrième couverture, mais le livre commence pas comme ça. Donc, moi, sur le coup, j'avais été un petit peu déstabilisée, mais on comprend après. Et elle rencontre Victor, ils vont juste boire un café, et je ne sais plus ce qu'elle lui dit, il lui dit tu es naïve, mais dans le sens où pas naïve dans le sens tu es bébête, tu te fais avoir, c'est dans le sens où tu prends tout au premier degré, dans le sens où tu es très émotive, dans le sens où je sais pas comment dire, c'est très poétique comme roman, il y a beaucoup de jeux sur les mots. D'ailleurs, on voit que l'héroïne écrit un moment à un homme qui joue beaucoup, un écrivain qui joue beaucoup avec les mots, et c'est un homme qui existe vraiment. C'est vrai, j'ai pas retrouvé son nom évidemment. Et voilà, c'est quelqu'un d'entier, mais qui ne s'aime pas, qui ne s'est jamais aimé. Et en fait, elle vient de perdre son mari, qui était son soutien, qui était sa bouée de sauvetage, qui l'aidait à s'aimer, à avoir confiance en elle, parce qu'elle n'a pas confiance en elle, donc elle n'a pas confiance en son talent de violoniste. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Et on va voir que petit à petit, suite à ce que va lui dire Victor, suite au drame qu'elle a vécu, elle va apprendre à aller de l'avant, à
à revenir aussi dans le passé pour essayer de comprendre certaines choses, mais sans que ce passé l'alourdisse. Et enfin, à s'aimer. Alors, c'est un très beau roman parce que moi, je me dis, j'aimerais un jour m'aimer comme elle s'aime, voir tout le parcours qu'elle fait pour enfin apprendre à s'aimer. Et apprendre à s'aimer, c'est ne plus avoir peur aussi. C'est ça, c'est s'affranchir du regard des autres, c'est s'affranchir du passé, c'est s'affranchir de ses peurs. Et voilà, et on aimerait tous vivre un jour parce qu'on a tous nos peurs, notre passé, notre croix à porter, hein, plus ou moins lourde, hein, bien sûr, hein, selon ce qu'on a vécu. Et voilà, j'ai trouvé ce roman très beau, très poétique, quelque part un peu magique. Il n'y a pas de magie dedans, hein, mais vous voyez le côté un peu, voilà, il vous transporte dans l'esprit de cette femme qui, voilà, qui a décidé de s'aimer. Bon, elle a quand même 40 ans aussi, hein, c'est pas à 20 ans j'ai décidé de... Elle n'entreprend pas de voyage particulier, c'est comme dans le roman Mange Priem où elle part en Italie, c'est une Américaine qui part en Italie, puis après en Inde pour se retrouver elle-même parce qu'elle elle se reconnaît plus dans sa vie. Là, c'est différent. Elle aime son métier de violoniste. Évidemment, la perte de son mari est un drame terrible pour elle. Mais on va la voir se reconstruire et surtout, voilà, on va la voir laisser son passé, ses peurs derrière elle et apprendre à s'aimer. Et toujours avec. Il y a des jeux sur les mots. Le roman est très court, hein. Il y a des jeux sur les mots. Donc, il n'y a pas de lourdeur. C'est poétique sans être de la poésie. Moi, la poésie, j'en ai lu beaucoup quand j'étais étudiante et lycéenne. Ça me tente plus trop, mais j'aime bien en trouver dans les romans comme ça. Voilà, c'est beau, tout simplement. C'est beau. Ça fait de notre quotidien. Ça met une petite touche de poésie, de beauté et voilà, de magie dans notre quotidien. Donc un roman vraiment, c'est tout le contraire de l'autre. Hein. Enfin, tout le contraire de l'autre. L'autre, voilà, c'est pour l'angoisse, hein, si vous voulez. Un bon coup de taser là voilà, pour vous angoisser. Et là, on est vraiment dans un roman où effectivement, on aimerait avoir le parcours de cette femme aussi. Alors, ah oui, par contre, celui-là, j'ai oublié de le mettre. C'est un roman d'heroic fantasy. C'est Le Maître Écuyer. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous retrouver. Là, j'aimerais vous retrouver quand même la couverture. Alors là, c'est l'auteur qui m'avait contacté pour lire sa série d'Heroic Fantasy. Donc il doit y avoir 6 tomes. Alors c'est les Chroniques d'Argal. Et là, c'est le tome 1, c'est Le Maître Écuyer. Alors je vais essayer de vous montrer la couverture. Alors j'aimerais bien que la tablette se mette bien. Voilà. Le Maître Écuyer, voilà, le Maître Écuyer royal. Donc là, on est dans un monde d'heroic fantasy. On va suivre une jeune femme qui est pas issue d'un milieu très aisé et qui a un don avec les chevaux et dont le rêve serait de devenir écuyer, c'est-à-dire servir des nobles en s'occupant de leurs chevaux. Donc elle va être acceptée dans une formation. On est dans un monde de fantaisie, hein. Alors, elle va être acceptée dans une formation tenue par une femme parce qu'évidemment c'est un milieu très féminin. Non, c'est un milieu très masculin justement. Et c'est pas évident de se faire sa place. On va dire qu'elle a un petit peu de mal, voilà, à être acceptée par ses camarades. C'est pas évident. Mais c'est vrai qu'elle a ce don pour communiquer avec les chevaux. Elle a d'autres dons aussi, c'est-à-dire qu'il passe des épreuves. Elle arrive très bien à s'orienter lors de ces épreuves. On va la voir petit à petit grimper les échelons. Elle est assez jeune, hein, je crois qu'elle a l'équivalent de 16 ans. Alors après, en fantasy, l'âge des personnages ne correspond pas forcément à nos années à nous. Hein, mais dans le roman, elle a 16 ans. On va la voir faire aussi ses premières expériences amoureuses, voilà, et c'est rencontrer des chevaux, tout simplement. Devenir très proche d'un cheval, hein, parce que c'est quand même aussi ça qui compte énormément. Voilà, c'est ce rapport qu'elle a avec les chevaux. Donc ce premier tome, il se lit très bien. Bon, voilà, il fait 180 pages, donc on voit vraiment les débuts de l'héroïne et voilà ses débuts dans la vie. Donc c'est assez introductif. Je vais essayer de lire le tome 2 pour le mois d'avril quand même, pour pas oublier les noms des personnages et pour surtout avoir la suite.
D'autant que s'ils sont assez courts comme ça devrait pouvoir se caser assez facilement. Et je vous en dirai un petit peu plus parce que c'est vrai que là, c'est comment voilà, c'est un tome assez introductif, même s'il y a quand même pas mal d'aventures. Il y a, je vous dis, il y a des épreuves. Bon, voilà. Il y a pas mal aussi. Elle a une vie amoureuse bien remplie aussi. On va dire notre héroïne. Alors celui-là, c'est pareil. J'ai oublié de le mettre sur la liseuse. Il s'agit de Waterbacks de Charles Marzaguil aux éditions Slalom. Alors moi, j'avais pas fait le rapprochement. Vous connaissez peut-être cet auteur pour l'avoir. Il a écrit Darius Gore. Le livre, je ne sais plus si je l'ai ou pas. C'est un livre que j'ai demandé à la médiathèque départementale, mais je ne sais plus si je l'ai ou pas. Je regarde, parce que j'étais curieuse de connaître Darius Gore. Il faisait partie des livres présélectionnés du prix de l'imaginaire, et j'aurais voulu le lire. Voilà, donc certainement je le lirai. Donc ça, là, on se retrouve en France, dans un monde post-apocalyptique. Et on va suivre 4 jeunes. Bon, on les voit d'ailleurs bien sur la photo, je ne sais pas si vous allez réussir à les voir. Voilà, ils sont ce qu'on appelle des porteurs d'eau. Vous voyez la tour Eiffel, vous voyez que, hop, Paris, et ben voilà, je savais que ça allait encore me faire ça, que Paris est complètement recouvert par le sable. En fait, voilà, c'est un roman posta. Il y a eu beaucoup de catastrophes climatiques, donc voilà, on reparle beaucoup voilà, des problèmes climatiques, hein, tout ce que l'homme met en danger sur la planète. Et là, voilà, l'eau est devenue la ressource. Voilà, c'est plus l'argent, c'est plus les diamants, c'est plus les pierres précieuses, c'est l'eau. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde, puisque il y a quasiment plus d'eau. Les gens crèvent de soif et seuls quelques-uns arrivent. Alors ceux qui sont les riches évidemment, ceux qui ont le pouvoir, la société qui s'occupe de distribuer l'eau, elle fait payer ça à prix d'or. Et nos 4 personnages principaux sont des porteurs d'eau. Donc ils ont pour mission d'aller porter de l'eau dans tout Paris, voilà, dans tout Paris. Mais attention, l'eau est très précieuse et malheureusement, l'un d'entre eux va se faire voler, enfin il va se faire attaquer et il va perdre sa petite cargaison d'eau. Donc ils savent que derrière, il va se faire, voilà, il va être tué quoi par la corporation l'entreprise qui s'occupe des réserves d'eau, même si c'est pas de sa faute. Donc ils décident tous les 4 de s'enfuir dans le désert. Alors c'est marrant parce qu'ils ont des surnoms, hein. On a, je n'ai pas retrouvé les surnoms, évidemment, encore une fois. La jeune fille, il n'y a qu'une fille, mais elle a un surnom. Je ne sais plus, mais elle a un surnom. Je crois que c'est Pitbull. Pitbull, je crois, son surnom. Voilà, donc vous savez, voilà, c'est la fille qui se laisse pas faire, quoi. En fait, il y a 3 d'entre eux qui se sont connus très jeunes. Ils ont connu les mêmes maltraitances, malheureusement, dans des orphelinats censés s'occuper des enfants qui étaient abandonnés ou orphelins. Bon, voilà. Sauf qu'il est maltraité. En fait, par moments, il y a des encarts où on nous raconte un peu ce qui s'est passé autrefois pour en arriver là. Et le 4e, lui, par contre, venait d'une famille de nantis jusqu'au jour où ils ont tout perdu. Il a perdu toute sa famille et il s'est retrouvé aussi à être porteur d'eau. Donc, pour que leur ami ne soit pas tué, ils décident de s'enfuir et l'un d'entre eux voudrait aller en Norvège. Parce qu'évidemment, les pays du Nord sont moins frappés par la sécheresse. Enfin, ils pensent. Parce que le problème, c'est que personne n'y va, parce qu'il y a eu tellement de dérèglements climatiques qu'il y a des tempêtes d'eau effroyables qui font que c'est quasiment impossible de traverser la mer. Donc on va les suivre. Alors moi, j'ai eu l'impression d'être dans Mad Max, parce que ils sont sur des espèces de petites motos mobilettes qu'ils ont trafiquées pour aller très très vite pour distribuer l'eau, puis après pour s'enfuir. Après, ils volent des voitures. Donc alors le côté l'eau est le bien le plus précieux. Ça m'a fait penser à la première trilogie Mad Max avec Mel Gibson, où par contre là c'est l'essence, le gasoil qui sont très précieux pour justement pouvoir continuer à conduire les véhicules. Là c'est l'eau. Vous avez des courses-poursuites vraiment qui est très très prenantes. Et après j'ai eu l'impression aussi avec cette course-poursuite d'être dans le dernier Mad Max Fury Road, où voilà, vous avez cette course-poursuite là, haletante, où on se demande comment les personnages vont faire pour s'en sortir, parce qu'ils ont quand même tous les mercenaires de la corporation de l'eau qui les poursuit. Donc on va découvrir aussi des choses sur cette corporation. J'ai beaucoup aimé le final. Alors, j'ai beaucoup aimé le final déjà pour les personnages, ce qui leur arrive, pour les caractères.
C'est vraiment des... J'ai bien aimé, parce qu'ils sont jeunes, mais en fait, ils ont été obligés de devenir matures très tôt. Il y en a un d'ailleurs qui est papa dans le lot déjà. Qui est, voilà, donc, alors c'est du young adulte, mais j'ai young adulte, attention, peut-être 18 ans quand même. Hein, parce qu'il y a des scènes parfois un peu dures. Ouais, 16-18 ans, ça se lit bien, mais voilà, ça peut être un petit peu dur. Voilà, j'aime beaucoup, voilà, parce que il n'y a pas de concession, je veux dire, l'auteur n'hésite pas, quoi. On est dans un monde très dur et sans pitcher. Donc voilà, où le plus faible est sûr de mourir. Donc on ressent bien ça dans ce monde. Mais en même temps, il y a ce noyau dur, ces 4 amis qui sont voilà, amis à la vie, à la mort, qui donnent une touche d'espoir. Puis j'ai beaucoup aimé la fin, et j'ai beaucoup aimé aussi, parce qu'on se dit qu'à la fin, il va y avoir une petite vengeance là, ça va être super. Donc voilà, donc bah, je ne vous ai pas présenté grand chose comme livre, tout compte fait. Je crois que j'en ai présenté que 4. Bon, bah, ce sera déjà ces 4-là. Donc je pense que la prochaine fois, on se retrouvera pour un book haul, à moins que... Parce qu'en mai, il y a aussi le mois de la fantaisie organisé par Steph de Pikitty. Donc, je pense que je vais le faire. Ce sera dans la continuité aussi du Tarot Books Challenge, puisque c'est aussi assez fantaisie. Donc je pense que je continuerai aussi. Donc la prochaine fois, ce sera vraiment un book haul ou alors une pile à lire pour un challenge. Voilà. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas, voilà, je remercie encore les personnes qui viennent de s'abonner et ceux qui restent, qui suivent régulièrement les vidéos. Hein. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Je vous avais dit la dernière fois, vous pouvez me mettre ce que vous êtes en train de lire, de regarder à la télé, au cinéma, les séries. Bon, moi, évidemment, comme j'ai tourné les vidéos l'une après l'autre, je suis toujours dans l'éducation meurtrière. Hein. Voilà. Au niveau série, je vous ai dit, je regarde La cuisinière de Castamar, mais j'ai commencé aussi, il faut que j'ai loupé plusieurs épisodes, il va falloir que je les regarde. Mais c'est pas grave, c'est sur Amazon Prime, c'est Carnival Row, qui est une série plutôt fantasy steampunk. Voilà. Donc il va falloir que je m'y remette aussi. Donc voilà. Donc, voilà pour les séries. N'hésitez pas vous à me dire voilà ce que vous êtes en train de lire, de regarder en ce moment, ou ce que vous avez vu comme film, ou si vous êtes allé récemment au cinéma. Voilà, ce sera toujours un petit moment de discussion. Je vais vous laisser ici pour cette fois. On se retrouvera, je vous dis, pour la prochaine fois, certainement pour un book haul ou une pile à lire. Voilà, je vous souhaite de belles aventures livresques, surtout de bien vous porter, d'éviter les microbes. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!